entamer ce débat, je me dis, moi je suis un peu carré comme un rectangle, je dirais, comme Hugo disait tout à l'heure. En passant, Hugo, j'ai fait le latin. J'ai fait littéraire, j'ai fini par faire finance après. Alors, j'aime être séquentiel. On me demande de parler de l'innovation et d'en faire un rapport par rapport à la création de l'emploi. Mais c'est d'abord quoi l'entrepreneuriat? Chez nous, nous avons souvent tendance à décréter les choses. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une vocation, c'est un appel. On n'est pas entrepreneur parce qu'on se réveille un matin, on se dit « je vais le faire ». Okay? Un entrepreneur, c'est celui qui répond à un besoin qui est exprimé par un consommateur éventuel. Il met le coût sur le besoin, le produit ou le service qu'il va produire, il le vend, il met une marge là-dessus. Commençons déjà par là. Next. L'innovation dont on m'a demandé de parler tout à l'heure, c'est quoi? Je ne veux pas vous donner une explication scientifique, vous allez comprendre vers la fin. Pour moi, l'innovation a besoin d'un certain nombre de facteurs. L'humilité de savoir que ce qu'on fait maintenant n'est plus bon, ce n'est plus d'actualité. Être au sens de l'écoute de son marché, de ses consommateurs, être sincère dans les études que l'on fait faire. Je suis un minier, comme Hugo tout à l'heure. On me dit on a X millions de tonnes de cuivre à telle teneur. Je dois être suffisamment honnête pour me dire cette teneur-là, par rapport au prix sur les marchés, ma production ne sera jamais économique. Donc je dois être capable soit d'abandonner le gisement ou de trouver des moyens d'exploitation qui seront nouveaux pour me permettre d'être rentable en fait. Il faut être capable de se remettre en question pour parler d'innovation. Il faut bien s'entourer. Nous, dans notre culture, la plupart du temps, nous aimons être très grands parmi les petits et nous refusons d'être petits parmi les grands. On ne peut pas innover, on ne peut pas faire quelque chose de nouveau si on n'est pas bien entouré. Et bien évidemment, il faut avoir le sens de l'observation, savoir anticiper les prochains besoins et le plus important à mon avis, se remettre en question pour faire ce qu'on appelle la réingénierie des processus et du savoir. Next. Le contexte pays, on en a parlé tout à l'heure. Hugo, tu as volé beaucoup de mes mots, je me sens complètement inutile. Qu'est-ce qu'on veut au fait dans ce pays? On est qui? Vous voulez quelle forme d'économie? À titre personnel, moi je m'assume. Nous sommes un pays minier, basta. D'accord? C'est du pays minier et du pays aux ressources naturelles que je vais bâtir un autre pays. Étant donné que nous refusons de nous assumer, nous avons un seul coffre-fort qui est fiable dans ce pays. C'est le Grand Katanga. Nous avons un seul carrefour industriel. C'est le Grand Katanga. Nous avons un seul leader fiscal dans ce pays qui génère plus de 14% des recettes fiscales. C'est le Katanga. Et nous avons un seul bassin d'emploi de qualité. C'est le Katanga. Le Grand Katanga dans l'ensemble. Les conséquences, c'est quoi? Pour ceux d'entre nous qui sommes employeurs, ceux d'entre nous qui sommes entrepreneurs, ceux d'entre nous qui sommes... Aujourd'hui, la problématique à laquelle nous faisons face, c'est que nos programmes de formation, comme son Excellence l'a dit tout à l'heure, ainsi que le monsieur de l'INPP, nos programmes de formation, excusez le terme, sont complètement archaïques. Nous nous sommes confinés sur un modèle colonial qui est extrêmement bureaucratique et nous sommes très à l'aise là-dedans. Notre modèle de formation est complètement déconnecté des besoins modernes. Il y a une forte prédominance dans les sciences sociales, soit dit en passant le droit, l'économie, autres sciences sociales, la philosophie, etc. etc. Et nous avons complètement négligé les sciences pures ainsi que les métiers. Deuxième problématique que je vois, les infrastructures éducationnelles sont complètement obsolètes. Troisième problématique, il y a la non-absorption des rares jeunes diplômés et le taux élevé de chômage dans cette catégorie est excessivement prononcé. Quatrième et dernière problématique, il y a le phénomène de mise à la retraite tardive parmi les plus anciens. Nous voyons ça dans les entreprises comme la SNCC, l'ONATRA, la GECAMINE, etc., etc. Qui dit qu'il y a
une mise en retraite tardive dit qu'il y a un problème de transfert de compétences. Je demanderai, comment on appelle ça, à la modération, donnez-moi le temps. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez 3 minutes, s'il vous plaît. C'est pas assez, mais je vais essayer de faire avec. Quid de la formation? Aujourd'hui, dans nos universités, 84% de nos étudiants sont engagés dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur des services. 12,4% des étudiants sont dans le secteur secondaire, c'est-à-dire la transformation, et seulement 3,2% de nos étudiants sont dans le secteur primaire. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que nous sommes un pays minier. Qui dit secteur primaire parle de technologie, parle de sciences pures. À votre avis, en parlant de sciences pures, et là je vais faire participer peut-être les gens au niveau de la salle, combien pensez-vous que la Chine forme d'ingénieurs par année? Michel, donne-moi un chiffre, en moyenne. Non, en chiffre absolu. 1000, 2000, 5000, 10 000, 50 000. La Chine fabrique 1 300 000 ingénieurs par année, toutes tendances confondues. Combien pensez-vous que l'Inde en fabrique par an? Pas loin, 1 million. Les États-Unis, c'est 200 000 par an. Alors, une Kin et une Ulu, Excellence, Monsieur le Ministre, vous pensez qu'on en fabrique combien, toutes tendances confondues? Soyez gentils avec nous, donnez-nous un chiffre. Qui a dit 200? Pas loin, c'est 188 en moyenne par année. Comment voulez-vous que nous nous développions alors qu'en termes de sciences pures, nous fabriquons 200 ingénieurs par an? Vous voulez produire votre cuivre avec la formation que vous allez recevoir à l'INPP, ou bien vous voulez inventer les prochains robots qui vont accélérer la production de ce cuivre et atteindre 6 millions, 8 millions de tonnes, commencer à découvrir des gisements les plus productifs qui soient, moins chers. Qu'est-ce que vous voulez exactement? En termes de développement, à votre avis, qui est le pays qui a le plus de prix Nobel en physique, en chimie, en médecine de toute la planète? À votre avis? Vous avez raison. De 1902 à 2024, c'est les États-Unis qui dominent. Et si vous regardez les 10 premiers pays qui sont récipiendaires des prix Nobel, en excluant le prix Nobel en littérature et le prix Nobel de la paix, il y a soit les pays du G7, les pays de l'OCDE, ou bien tout autre pays développé. Il n'y a aucun pays africain et il n'y a aucun pays intermédiaire. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que les autres ont compris, il faut avoir une vision de développement. La vision de développement, c'est celle-là qui nous dit sur quel genre de filière envoyer nos enfants, quel genre de filière envoyer nos étudiants pour construire une société qui soit cohérente, c'est-à-dire une société qui soit développée. Je vais passer très vite à travers les autres slides. J'ai besoin de 2 personnes dans la salle, hommes et femmes. Un ici, un là, pour un petit exercice. Willy, je peux avoir mon petit tableau là? Oui, celui-là. Amène-le ici. Il y a un marqueur dessus? Tu veux être le volontaire, Olivier? Bon, vous là, venez. Donnez-moi le marqueur. Reliez-moi les points qui sont là, sans lever votre marqueur et sans repasser 2 fois sur le même endroit. Alors, reliez-moi ces points sans
levez le marqueur et sans revenir 2 fois au même endroit. Vous avez manqué un point. Non, ça va. Essayez de votre côté. Faites une ligne parallèle. Hein? Pardon? Faites comme ça les gens vont voir. Bravo. L'autre approche de le faire aurait été, encore plus rapidement, vous savez ce que je viens de faire ici? C'est ce qu'on appelle think out of the box. Je ne vous ai jamais dit de ne pas sortir du carré. Je vous ai demandé de relier les points sans revenir 2 fois sur le même point et sans lever votre marqueur. Vous voulez que la RDC innove. Vous voulez que nous créions des emplois cohérents, sortant des chantiers battus. Excellence, Monsieur le ministre, en termes de formation, arrêtons de réfléchir comme les Belges. Nos parents ont été colonisés, pas vous, pas moi. Une bonne partie de la salle ne l'a pas été. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, compétente, orientée sur le futur, avant de parler de l'innovation. L'innovation, c'est une obligation. Alors, j'ai reformulé la question là où on me parle de rupture